Ah, ce sentiment, quand on a créé un site web, qu'on y a mis toute son expertise et qu'en retour, c'est le silence radio. C'est hyper frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. On y passe des heures à tout peaufiner, chaque petit détail, à bien présenter son activité, ses services. Et malgré tout ça, le trafic, il ne décolle pas. On a l'impression d'être complètement invisible pour le plus grand moteur de recherche au monde. Et là, c'est presque universel. On jette un œil aux concurrents qui sont en première page et on se dit mais comment ils font? C'est quoi leur secret? C'est un sentiment tout à fait légitime. Mais la réponse, en fait, ce n'est pas du tout un secret. C'est juste une question de logique. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le truc, c'est que le problème, ce n'est quasiment jamais la qualité du travail en soi. Non, c'est un problème de communication. Il y a un fossé, en fait, entre ce qui est montré sur le site et ce que Google, lui, est réellement capable de comprendre. Et ça, franchement, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le problème n'est pas au cœur de l'activité. Il est technique, il est stratégique, et donc on peut le régler. Il suffit de changer un peu notre façon de voir les choses et surtout notre façon de voir Google. Alors, pour vraiment piger le fonctionnement de Google, il faut changer complètement de perspective. On oublie l'image du juge, du prof qui note. Non, pour la suite, on va imaginer Google comme un immense bibliothécaire. Juste cette idée-là, vous allez voir, ça va tout éclairer. Et là, on touche au point crucial. La croyance populaire, c'est que Google cherche le meilleur artisan, le meilleur cabinet. Mais en réalité, pas du tout. Google, c'est un système. Il cherche les pages les plus pertinentes et les plus fiables pour répondre à une question. Il ne juge pas la valeur de l'entreprise, il évalue la clarté et la fiabilité de l'information qu'il trouve. Et c'est ça qui est génial avec cette métaphore, c'est que ça clarifie tout d'un coup. Un bibliothécaire, il ne va pas lire chaque livre de A à Z pour savoir si l'auteur est un génie. Non, bien sûr que non. Il va regarder la couverture, le titre, le sommaire, les citations dans d'autres livres, les recommandations, pour savoir où le ranger et à qui le conseiller. Eh bien, Google, il fait exactement la même chose avec les pages d'un site web. Bon, alors concrètement, comment il travaille ce bibliothécaire? Son processus, il est super structuré, il se déroule en 3 grandes étapes. Et si on comprend bien ces 3 étapes, franchement, on a compris 90% de la logique de Google. Ok, donc ces 3 étapes, les voici. D'abord, il y a la découverte. C'est ce qu'on appelle l'exploration ou le crawling. Ensuite, une fois qu'il a découvert quelque chose, il faut qu'il lui donne un sens. Ça, c'est l'indexation, le moment où il range le livre dans les rayons. Et enfin, seulement quand quelqu'un fait une recherche, il y a le choix final, le classement. C'est un cycle qui tourne en permanence. Alors, cette première étape, l'exploration, elle est absolument fondamentale. Google ne découvre pas les pages par magie. Il a des petits robots, des crawlers qui se baladent sur le web en suivant les liens. Un lien, c'est comme une porte d'entrée. S'il n'y a pas de porte, eh bien, la pièce reste invisible. L'idée, elle est toute simple. Pour être découvert, il faut être accessible. Un site bien structuré, avec des liens clairs, c'est comme une autoroute bien dégagée. À l'inverse, un site confus, avec des liens qui ne marchent plus, c'est un vrai labyrinthe. Et même les robots de Google peuvent s'y perdre. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est découvert qu'on est automatiquement accepté dans la bibliothèque. Pas du tout. Après l'exploration, il y a l'étape 2, l'indexation. C'est le moment où Google analyse la page et essaie de comprendre, OK, de quoi ça parle, ce truc? Est-ce que c'est suffisamment clair, suffisamment utile pour que je le garde en rayon? Et ça, c'est une étape super critique. Si une page est mal foutue, si le contenu est flou, le bibliothécaire ne saura pas où la ranger. Dans le doute, il risque de la mettre dans la mauvaise section, ou pire, de la laisser carrément de côté. La page existe toujours, oui, mais pour les lecteurs qui cherchent des infos, c'est comme si elle n'existait pas. Et on arrive enfin à la 3e étape, le classement. Quand quelqu'un lance une recherche, il faut bien comprendre que Google ne part pas explorer tout le web en temps réel. Ce serait impossible. Non, il va juste chercher dans sa propre bibliothèque, son fameux index, et il pioche parmi les pages qu'il a déjà analysées et rangées. La compétition, elle se joue uniquement entre les pages qui sont déjà dans la bibliothèque. Bon, maintenant, la question à 1 million. Sur quels critères ce fameux bibliothécaire choisit un livre plutôt qu'un autre? Pourquoi il recommande celui-ci et pas celui-là? La réponse, elle tient en un seul mot, la confiance. Il faut se souvenir qu'au début du web, c'était un peu le Far West. Il y avait énormément de sites qui essayaient de tricher, de manipuler les résultats. Du coup, pour protéger les gens qui l'utilisaient, Google a été obligé de devenir bien plus qu'un simple système de tri. Il a dû apprendre à évaluer la crédibilité. Et pour mesurer cette confiance, Google utilise aujourd'hui un concept qu'on appelle EEAT.
C'est un acronyme anglais pour expérience, expertise, autorité et fiabilité, trustworthiness. C'est un peu sa grille de lecture. Il se pose des questions comme: est-ce qu'il y a une vraie expérience derrière ce contenu? Est-ce que le créateur est un expert du sujet? Est-ce que le site ou l'auteur fait autorité dans son domaine? Et enfin, est-ce que tout ça est fiable sur la durée? Cette logique de prudence, ça explique très bien un phénomène connu sous le nom de sandbox, le bac à sable de Google. C'est simple, quand un tout nouveau site arrive, le bibliothécaire ne le met pas tout de suite en tête de gondole. Non, il l'observe un peu, il le garde en réserve pendant un certain temps pour voir s'il est sérieux, s'il est fiable. C'est une sorte de période d'essai qui est essentielle pour construire cette fameuse confiance. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le point le plus important, c'est vraiment un changement de mentalité. Il faut arrêter de voir Google comme un adversaire qu'il faut convaincre ou qu'il faut battre et commencer à le voir comme un système qu'il faut aider. L'objectif, ce n'est plus de battre l'algorithme. L'objectif, c'est de faciliter le travail du bibliothécaire. Et comment on fait ça? Eh bien, en lui présentant un site qui est tellement clair, tellement bien organisé, qu'il n'aura absolument aucun doute sur son sujet, sur où le classer et au final, à qui le recommander. Pour résumer, tout ça n'a rien d'arbitraire. C'est une chaîne logique. Google explore ce qu'il arrive à découvrir, puis il indexe ce qu'il a réussi à comprendre, et enfin, il classe ce qu'il juge digne de confiance. On voit bien que chaque étape dépend complètement de la précédente. Et ça change absolument tout. Parce qu'au lieu de se demander « mais qu'est-ce qui cloche avec mon site ?» La vraie bonne question à se poser, c'est: qu'est-ce que Google comprend ou ne comprend pas encore à propos de mon site? Vous voyez la différence? Ce n'est plus un jugement de valeur, c'est un diagnostic de communication. Et en se posant cette question-là, on passe d'une position où on subit les choses à une vraie stratégie active. Une stratégie où le but, c'est de rendre son message limpide pour le plus grand bibliothécaire du monde. Et c'est là, vraiment, que tout commence.